Merci de m'avoir invité à venir parler de l'identification et l'évaluation de la douleur en santé mentale aujourd'hui. Et je suis ravi d'être là et un petit peu impressionné en même temps parce que je pense que j'ai affaire à des grands spécialistes de la douleur, ce que je ne suis pas. Ma seule expérience de la douleur, ma grande expérience de la douleur, c'est quand je vais chez le dentiste. Non, c'est pas vrai. Les dentistes sont des gens très bien qui préviennent la douleur. J'espère qu'il n'y a pas de dentiste dans la salle. Ou alors quand je reçois mon avis d'imposition, ça c'est vrai. J'espère qu'il n'y a pas d'agent du fisc dans la salle. Enfin, blague mise à part, j'étais un petit peu embêté pour aborder le problème de la douleur, enfin de l'évaluation et de l'identification de la douleur en santé mentale, parce que je ne suis pas spécialiste de la douleur, je vous le répète, et surtout, je suis par contre spécialiste des soins somatiques en santé mentale. Et la question, c'était... Alors, quelle est la vraie question, finalement? Comment identifier et évaluer la douleur en santé mentale? C'est une vraie question. Pourquoi identifier et évaluer la douleur en santé mentale? C'est une autre vraie question. Qu'est-ce que la santé mentale? Grosse question. Et qui sont ces personnes qui vivent avec une pathologie mentale? Alors, je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions, j'en ai pas le temps, je crois. En revanche, je vais beaucoup m'attarder sur la deuxième question, qui est pourquoi identifier et évaluer la douleur en santé mentale, parce que je crois que c'est une vraie question de fond qui doit tous nous préoccuper. Alors, pourquoi parle-t-on de vulnérabilité, puisqu'on est dans la thématique des populations vulnérables? Car contrairement à ce que l'on pouvait penser il y a quelques années, et que d'autres continuent à penser, les personnes atteintes de pathologies psychotiques ou d'autres pathologies mentales sont vulnérables et exposées à une multitude de pathologies somatiques. Vulnérabilité qui est due à un certain nombre d'éléments, au mode de vie des patients, avec notamment une prévalence plus importante d'addiction, peut-être une certaine précarité, une sédentarité, c'était évoqué ce matin, des problèmes de nutrition également, ce qu'on appelle la malbouffe, hein. La iatrogénie, qui est un élément important aussi qui intervient dans leur vulnérabilité, et des difficultés d'accès aux soins où la stigmatisation intervient, entre autres. Alors, je passe très très vite, hein. Vous connaissez sans doute tous ces éléments qui interviennent dans la comorbidité, la iatrogénie, et qui finalement influent sur la mortalité de ces patients. L'obésité, on en a parlé tout à l'heure. Le syndrome métabolique, les diabètes et puis les autres problèmes endocriniens, problèmes de thyroïde, d'hyperprolactinémie, maladies cardiovasculaires, maladies thromboemboliques, les addictions, je passe vite, hein, maladies infectieuses, les problèmes respiratoires, les cancers, toutes sortes, ostéoporose qui mène à des fractures et source de douleur bien sûr, des difficultés sexuelles, des complications de grossesse, problèmes de santé orale, problèmes liés aux troubles du transit intestinal, l'épilepsie et les douleurs. Les douleurs étant intriquées dans tous ces éléments-là. En conséquence, alors que l'espérance de vie continue à augmenter en France, 79 ans pour les hommes, 85 pour les femmes, l'espérance de vie des personnes atteintes de pathologie mentale ne cesse de diminuer. C'est un constat assez dramatique et effarant. En moyenne, et c'est l'enquête de l'IRDS qui est parue en septembre 2018 qui le dit, pas la première, mais une des premières grandes études françaises, il y a eu beaucoup d'études internationales, eh bien, la vie pour les personnes atteintes de pathologie mentale est écourtée de 13 ans pour les femmes, en moyenne, hein, et 16 ans pour les hommes. C'est énorme, c'est énorme. Et de façon plus globale, de 10 à 25 ans selon les études. Dit comme ça, moi je suis estomaqué, c'est énorme. L'espérance de vie des personnes atteintes de pathologie mentale vivant dans une situation de grande précarité alourdit encore plus ce constat. Leur espérance de vie est écourtée de 35 ans en moyenne. Les personnes atteintes de pathologie mentale ont une surmortalité qui va du double au quintuple par rapport à la population générale, toutes causes confondues, et en tout cas qui est doublée pour ce qui est des causes non accidentelles, les causes accidentelles étant les morts violentes, suicides, etc.
60% des décès des personnes atteintes de pathologie mentale sont de causes naturelles, avec en tête de file les causes tumorales. Alors là, je vous ai fait un petit copier-coller de l'étude de l'IRDES, juste pour vous... Donc sur les maladies psychiatriques dans l'ensemble, c'est une grosse étude avec un gros effectif. Donc on a un taux en 2014, ils ont étudié tous les certificats de décès, ils ont compilé ça avec les données du SNDS. Et globalement, il y a une mortalité qui va du simple au quadruple quasiment. Donc là c'est la population générale, 7% à peu près, qui passe à 27%. Avec des disparités en fonction des pathologies. Et là où c'est le plus important, alors là c'est un schéma qui montre le nombre d'années d'écart. C'est particulièrement important, par exemple, pour les troubles addictifs. Là, on a une vingtaine d'années en moyenne d'écart d'espérance de vie par rapport à la population générale. Et donc, avec les causes de mortalité en premier lieu, les causes tumorales, alors que je m'y retrouve, les causes tumorales, puis les causes cardiovasculaires, et là, sur la première colonne, vous avez la population générale. Et enfin, les causes externes, donc accidents, suicides, chutes. Donc c'est assez édifiant, en particulier pour, j'allais dire, une pathologie mentale. On ne peut pas parler d'une pathologie mentale, mais d'un groupement de pathologies qui sont a priori pas directement létales, enfin, en tout cas d'un point de vue organique. Et on voit cette surmortalité qui est assez effarante. J'ai combien de temps encore ? Ça va. Alors, pour reprendre un petit peu dans la suite, il y a quelques exemples édifiants. Alors, des exemples qu'on cite toujours, même si c'est un peu ancien, mais ça parle toujours. Hein. Alors, il y a une étude qui est assez récente, qui a été publiée en 2017 dans l'International Journal of Cardiology, qui a été faite sur 12 320 patients hospitalisés entre janvier 2012 et octobre 2015, avec une incidence, par exemple, de la maladie thrombo-veineuse embolique, donc notamment des cas d'embolie pulmonaire, qui est d'environ 40 à 80 fois supérieure à la population générale. Une autre étude sur des patients psychotiques. Si je vous parle de tout ça, c'est un abord purement somatique, et je m'en excuse, mais c'est évidemment, vous avez un lien avec la douleur, parce qu'un certain nombre de ces pathologies, y compris létales, pourraient s'exprimer de façon initiale par une douleur. Hein. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention là-dessus, et c'est surtout sur le pourquoi doit-on identifier et évaluer cette douleur. Donc une autre étude qui est beaucoup plus ancienne de Marchand et Lieberman en 1955, chez des patients psychotiques atteints d'infarctus du myocarde, chez qui les deux résultats sont très proches, mais en moyenne 83 à 87% d'absence de douleur chez des patients psychotiques qui étaient souffrant d'un infarctus du myocarde. Une autre étude de Marchand en 1959 témoignant de l'absence de plaintes douloureuses chez des patients psychotiques avec des pathologies chirurgicales, 21% d'absence de douleur chez des patients qui avaient un ulcère perforé, 37% d'absence de douleur dans une situation d'appendicite aiguë, 41% dans une situation de fracture du fémur, c'était évoqué il y a quelques instants. Donc c'est vrai que ça se voit chez les personnes âgées, mais aussi dans certaines situations de pathologie mentale. Alors, l'expression de la douleur en santé mentale, oui, c'est parfois complexe, et notamment la complexité de l'évaluation est en lien avec l'expression du patient, qui est pas toujours, où il n'y a pas toujours de verbalisation, avec des possibles altérations de perception du schéma corporel. L'autre élément qui intervient dans cette complexité, c'est la formation du personnel soignant, avec un décodage de certaines situations complexes qui n'est pas toujours au rendez-vous. La stigmatisation, j'en parlais tout à l'heure, de la pathologie mentale a priori, et je rajouterai d'ailleurs dans cette stigmatisation de la pathologie mentale, qui est un élément qui pèse lourd dans la balance, aussi parfois une stigmatisation de certaines pathologies purement somatiques que l'on psychiatrise et qui s'expriment par une douleur. Ça, c'est un autre élément aussi qui intervient. Et puis
puis sûrement un manque de vision globale des soins qui n'est pas toujours encore complètement intégré. Et le risque étant évidemment de passer à côté du signal d'alerte primordial qui est la douleur devant des pathologies somatiques gravissimes. Alors, l'expression complexe du patient, on peut dire qu'elle est parfois en lien avec sa pathologie mentale, que ça peut être en lien avec le ressenti vis-à-vis des soignants du système de soins. Je veux dire par là que parfois les patients qui sont suivis en CMP, par exemple, n'osent pas parler de leur douleur parce qu'ils considèrent que ça n'est pas le lieu. Il vient au CMP ou en unité d'hospitalisation pour se faire soigner de ses problèmes psychiatriques et surtout pas parler de sa douleur. Je vous dis ça en m'appuyant d'une enquête que nous avions faite sur des CMP notamment, où les patients ne se sentaient pas autorisés à parler de la douleur, en tout cas physique. Et puis, bon, certes, on évoque aussi certaines particularités neurophysiologiques. Là, je vais passer très vite parce que... 3 minutes, alors je vais passer plus vite. Donc la pathologie mentale, expression douloureuse pouvant être différente, expression d'allure délirante, vécu hallucinatoire, altération du schéma corporel, difficulté dans la temporalité et la proportionnalité. C'est-à-dire que évaluer de façon numérique une douleur, c'est pas toujours évident. Je dis pas toujours, ça veut pas dire que c'est toujours pas évident. C'est la nuance. Dans mon expérience, j'ai affaire à des personnes chez qui on peut évaluer la douleur de façon tout à fait habituelle, en tout cas pas tellement différente que dans la population générale. De même que dans la population générale, parfois, avec les échelles d'évaluation de la douleur, on a des difficultés. Enfin, ça a le mérite d'exister, mais ce n'est pas forcément un outil qui n'est pas critiquable. Alors, différentes expressions possibles, des troubles du sommeil, des perturbations de l'appétit, des automutilations, violences, des comportements inhabituels. J'ai mis l'exemple de Bruno et de ses genoux. C'est un patient que j'ai eu l'occasion de voir récemment qui avait un comportement automutilatoire. Il se jetait par terre. Il s'est fait une arthrite septique du genou suite à des plaies qu'il s'occasionnait. Il a été opéré pour ça. Et il continuait à avoir des comportements extrêmement préoccupants à tel point qu'on était obligé de le maintenir pendant quelque temps, ce qui est une situation toujours très malheureuse, je trouve. Et son état s'est très rapidement amélioré une fois qu'on s'est décidé à le mettre sous morphine, c'est-à-dire, heureusement, peu de temps après son intervention. Et là, il est devenu méconnaissable, en bien. Bon, je passe vite. Ça, j'ai parlé de la psychiatrisation, donc je passe. Ressenti vis-à-vis des soignants du système de soins, identification des unités de soins comme cloisonnées, ne pouvant recevoir la demande, n'ayant pas de lien direct avec la psychiatrie. Ça, c'est encore des choses que nous rencontrons malheureusement. Et donc, c'est un ressenti qui influe sur la position des soignants et des patients. Je passe ce beau schéma de l'étude de Serge Marchand sur les particularités neurophysiologiques. Dans le cas des douleurs induites, évidemment, l'intérêt d'évaluer, enfin de dépister et d'évaluer, de dépister la douleur parce que ça crée des comportements ultérieurs qui vont à l'encontre des soins. Et ce qu'il faut se dire globalement, c'est que tout soin qui pourrait être douloureux, que l'on pense être douloureux, l'est pour les patients qui sont atteints de pathologie mentale. Et donc, il faut prendre les mesures nécessaires. Là, je vais passer très vite. Je n'invente rien et surtout, je ne vous apprends rien. C'est les étapes de l'évaluation, interrogatoire du patient, avez-vous mal actuellement, où, comment, depuis quand. L'observation, ça c'est très important. Il faut prendre du temps en fait pour dépister, évaluer la douleur, ce qui se voit, ce qui s'entend, ce qui se touche, ce qui se mesure. Et finalement, ce qu'il faut, c'est beaucoup d'écoute. Je crois que l'écoute en soi est déjà thérapeutique. Écouter la douleur de l'autre, c'est déjà un pas vers le soulagement, de l'empathie, de la confiance, et surtout essayer de ne pas avoir d'a priori. C'est pas toujours facile, mais il faut. C'est fini ? D'accord. Alors, juste... Quand évaluer systématiquement, fréquence à déterminer en fonction du contexte, lors des plaintes douloureuses spontanées... J'ai 30 secondes, ça va ? 30 secondes ? OK. Lors de plaintes douloureuses spontanées ou de comportements suspects, quand je dis suspects, des modifications comportementales, on évoquait tout à l'heure l'observation du comportement, avant, pendant et après un soin potentiellement douloureux, et après une prise dentalgique. Je passe les échelles d'évaluation. Juste une petite, sinon Gia va m'en vouloir.
un petit crochet sur une échelle d'évaluation qui s'appelle l'ESDDA, qui avait été initialement donc l'échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec troubles du spectre de l'autisme. C'était et c'est toujours la dénomination, sauf que cet outil est maintenant élargi au handicap, c'est bien ça, hein, d'une façon plus générale. Pour les dyscommunicants, bien sûr. Voilà. Et donc c'est une échelle qui a été validée, qui a été traduite en plusieurs langues et qui est à votre disposition, qui est à l'initiative de l'établissement public de santé Barthélemy-Durand. Voilà, je passe sur l'indicateur qualité des soins, sécurité des soins, qui est une nouvelle expérimentation mise en place par l'HAS. Donc l'indicateur qualité douleur revient sur le devant de la scène et on peut s'en féliciter. Et en conclusion, donc il y a une multitude d'échelles d'évaluation. Peu sont spécifiques à la santé mentale, mais faut-il vraiment qu'elles le soient? Je crois qu'il faut plus s'attacher à la spécificité de chaque individu et bien l'écouter. Ce qui importe, c'est plus le dépistage et le suivi de la douleur, car c'est un véritable enjeu de santé publique. 10 à 25 ans de réduction d'espérance de vie, mortalité doublée ou quintuplée. Merci.